C'est bon, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci à celles et ceux qui sont restés pour cette deuxième table proposée par le ministère de la Culture. La réhabilitation, acte de création architecturale, oui, mais comment? Chacun des termes dans cette équation pèse lourd. Vous allez comprendre les enjeux qui sont derrière. L'acte de création architecturale, vous savez, c'est quelque chose d'important, notamment au regard d'une loi majeure, celle de 77, qui protège le monde de l'architecture. Et puis la réhabilitation, vous n'êtes pas sans savoir que c'est évidemment la tendance qui monte dans le monde de la construction, de la fabrique du logement et de la fabrique de la ville. Et donc, à l'intersection des deux, réhabilitation et acte de création architecturale, le ministère de la Culture se pose d'importantes questions. Lui qui a, il y a 1 ou 2 ans, organisé un palmarès dit Réhab 20e pour mettre en avant des projets, des opérations exemplaires et qui se penche aujourd'hui sur une éventuelle deuxième édition. Mais tout ça, tout ce pourquoi de la table ronde, c'est Hélène Fernandez qui vous en parlera le mieux. Oui, très rapidement, parce que je ne voudrais pas prendre de la place face à cette assemblée. Tu l'as dit, Hugo, en effet, nous avons réfléchi au lancement d'une deuxième session d'un palmarès qui viendrait reconnaître et puis visibiliser des modèles intéressants, pas au sens de modèles forcément reproductibles demain matin en copier-coller, mais intéressants d'actes de réhabilitation, sachant qu'aujourd'hui on est face à finalement un défi important tant pour la question de l'architecture en tant que discipline, mais aussi pour la transformation des territoires avec la réhabilitation, c'est que d'une part, on sort d'un monde où on avait opposé finalement réhabilitation et création architecturale. Enfin, dans notre esprit, dans notre inconscient, la création, c'est ce qu'il y a de tout neuf, et puis le reste, c'est de la réhabilitation. Et en fait, on s'aperçoit, enfin on s'aperçoit pas, parce qu'on avait quand même rencontré 2 ou 3 architectes historiquement depuis le XXe siècle qui nous avaient fait comprendre que la réhabilitation, c'était quand même aussi de l'architecture. Mais en tout cas, il faut qu'on fasse ce chemin important qui nous permette à la fois de changer notre regard sur l'architecture et de prendre acte du fait que la majorité de ce qui va se passer aujourd'hui, c'est de l'intervention sur l'existant, et que ça, néanmoins, ça sera ce qu'on peut appeler de l'architecture. Et aussi prendre acte du fait qu'il y a des chemins différents maintenant, du coup, pour faire, et y compris pour faire par rapport à nos doctrines établies, et arpenter finalement le chemin de ce qu'est la réhabilitation entre restauration et entière restructuration. Donc, de la précaution la plus grande de la restauration jusqu'à finalement l'autorisation la plus large en matière de restructuration. C'est ce champ-là qu'on veut explorer dans l'architecture, et pour lequel on veut, via ce palmarès, faire remonter des expériences, des débats aussi, des controverses, parce que en fait, comme on est aussi dans une expérience de visibilisation, il y a des controverses, et permettre finalement à la fois aux praticiens, mais aussi aux maîtres d'ouvrage, de faire leur choix dans ce chemin. Moi, je ne pense pas que l'architecture, elle est intellectuellement standardisée. On prend des directions quand on est architecte ou quand on est urbaniste, et il faut les indiquer clairement pour que nos maîtres d'ouvrage ou les commanditaires puissent choisir en fonction de leurs attentes des directions différentes. Voilà l'objet aussi de ce travail. Merci beaucoup Hélène pour cette entrée en matière. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc vous avez compris que le ministère de la Culture a mis sur pied un comité scientifique chargé d'explorer un petit peu les conditions dans lesquelles, oui, la réhabilitation peut être acte de création architecturale. C'est un comité scientifique pluridisciplinaire avec naturellement les architectes au cœur. Vous en avez là sur le plateau 2 représentantes, Emeline Bailly qui est chercheuse en urbanisme au CSTB, et Claudia Deveau, architecte associée de l'agence Deveau et Deveau Architecte. Peut-être qu'on peut commencer avec Emeline pour poursuivre un petit peu sur le pourquoi de cette table ronde. En préparation de cette table, vous m'avez dit que la réhabilitation, et c'est un peu l'idée que vient de soumettre à l'instant Hélène Fernandez, était peut-être un peu moins populaire que la construction neuve. Oui, tout à fait. C'est très, très, très clairement, effectivement, soyons clairs, quand on a commencé nos débats dans le cadre du comité scientifique, tout le monde était d'accord pour dire que la réhabilitation était moins
favoriser et représenter moins un idéal de création parce qu'il y avait moins de liberté, moins de conception a priori, et que ce serait potentiellement une architecture au rabais. Alors évidemment, on l'a questionné, on sait qu'il y a des références très emblématiques de réhabilitation qui montrent la qualité architecturale, mais effectivement, cette question de réhabiliter la réhabilitation a été un premier questionnement. Et c'est un premier questionnement d'autant plus important, on l'a dit et vous le savez tous, que les besoins de réhabilitation sont très importants. Le patrimoine du XXe siècle commence à montrer des signes d'obsolescence. Les enjeux d'adaptation sont extrêmement prégnants. Donc il y a vraiment un enjeu à reconsidérer cette question de la réhabilitation. Et s'il y a des évolutions sur la rénovation technique, par exemple, on a cité la RE 2020 tout à l'heure, la question de la création architecturale était encore finalement assez peu explorée. Donc ce comité scientifique s'est vraiment questionné sur le pourquoi de la réhabilitation. On s'est interrogé sur quel terme mobiliser. Est-ce qu'on parlait de requalification, de transformation? Et finalement, on a gardé le terme de réhabilitation pour plusieurs raisons. D'abord parce que la réhabilitation, elle est utilisée dans le sens médical de prendre soin, donc de réhabiliter une personne, parce que la réhabilitation, c'est aussi l'occasion de redonner un statut, une dignité, de la valeur à une personne ou à un bâtiment, bref, de redonner de la qualité à un bâtiment ou à un territoire, si on va un petit peu plus largement. Donc la question de la réhabilitation, ce n'est pas juste réparer, ce n'est pas juste restaurer à l'identique, il y a toujours réinvention, même dans une approche de restauration patrimoniale, il y a toujours des choix qui vont favoriser finalement une réinvention. Viollet-le-Duc le disait déjà en disant que réhabiliter était rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé. Donc c'est ce qui n'a jamais existé qui nous paraissait intéressant à questionner. Et donc on s'est dit effectivement que cette réhabilitation pouvait avoir à faire avec l'acte de création. L'acte de création en termes, Hélène Fernandez l'a dit, en termes de direction, d'intention, de donner une vision, c'est-à-dire d'inventer un nouvel horizon pour un bâtiment, un quartier, une rue, à travers la transformation d'un immeuble, par exemple. Donc on est dans le domaine des idées, avec la question de l'invention. C'est aussi un enjeu de composition avec des contraintes, on l'a largement souligné précédemment. Et donc comment l'architecture qui est soumise à des contraintes, l'architecture à réhabiliter est soumise à des contraintes importantes, qu'elles soient techniques, en termes d'occupation sociale, en termes fonctionnels, économiques, réglementaires. Et donc comment on va innover dans les modes de faire. Comment on va aussi faire acte de création, c'est-à-dire de créer d'autres lieux, d'autres manières d'habiter, d'autres formes, d'autres possibilités d'expérience, d'autres possibilités de sentiment d'attachement, et donc de faire acte de création, de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et puis on a aussi insisté sur cette question du processus qui permet d'inscrire la réhabilitation et un bâtiment dans une narrativité, dans une histoire qui évolue avec un héritage et des possibilités futures. Et donc on a parlé de processus de recréation, on pourrait l'indiquer comme ça. Donc autrement dit, pour nous, on est parti de ce postulat que réhabiliter, c'était créer, et c'était créer une autre forme à partir de l'existant et en composant avec les héritages et les possibles à venir pour redonner du sens et de la qualité. Évidemment, c'est un art fondamentalement social et public et qui implique un chemin relativement exigeant.
Merci. Alors, on va rentrer un peu plus précisément, là, justement, dans ces questions du processus. Mais je précise d'ores et déjà pour les futurs maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage intéressés par candidater que le comité scientifique pose aussi une méthode originale qui est celle d'interroger, en fait, des projets qui sont partout sur le territoire et de leur poser des questions de sorte à s'instruire aussi, d'apprendre d'eux. Et que parmi ces questions, là, on va en effleurer quelques-unes à peine. Évidemment, il va falloir suivre de près l'actualité du ministère de la Culture pour rester branché sur le détail du règlement et des questionnements. Mais on trouve celle du diagnostic, voilà, puisqu'on parlait du processus, du diagnostic au sens large, large dans le temps, diagnostic qui peut commencer très en amont, mais qui peut aussi durer très tard en aval dans le projet. Et puis large aussi au sens où parfois on dit un peu paresseusement diagnostic, diagnostic structure, diagnostic énergétique. Mais en fait, c'est plus global que ça, Claudia. Oui. Et je veux revenir sur ce que disait Hélène Fernandez, qui était intéressant pour la France, parce qu'il y a l'opposition entre la réhabilitation et la création. Et on parlait aussi de Viollet-le-Duc. En France, effectivement, ce qui a été admis pour les monuments historiques, c'est-à-dire commencer avec un état de lieu, une sorte, ce qu'ils appellent l'étude patrimoniale, n'est pas vraiment dans l'usus pour le patrimoine ordinaire. Et en fait, nous, dans notre pratique, on pensait forcément la clé de réussite de chaque projet, c'est-à-dire de diagnostiquer, diagnostic holistique, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire on essaie vraiment de comprendre le bâtiment dans sa complexité totale, qui commence avec une sorte d'approche sensible, une observation in situ, c'est vraiment y aller, passer du temps, ce qui nous semble important pour comprendre vraiment le bâtiment, l'observer, faire des relevés aussi, passer du temps. Et ensuite aussi, ce qui est vraiment aussi ce qu'on fait dans les patrimoines, dans les monuments historiques, c'est une analyse historique, c'est-à-dire comment a évolué ce bâtiment, même si c'est du patrimoine après-guerre, parce que finalement, ils sont passés déjà 60, 70 ans, et c'est déjà toute une vie pour un bâtiment qui en essaie de trouver, et aussi tout ce qui a changé autour de ce bâtiment, c'est-à-dire ne pas déconnecter du cadre urbain qui l'entoure ou du paysage, et voir aussi comment il a évolué là-dedans. Donc après, évidemment, il y a aussi un diagnostic technique qui permet ensuite de trouver aussi un projet adapté et cohérent par rapport aux problèmes que le bâtiment a. Le diagnostic technique, c'est comprendre sa structure, mais c'est comprendre aussi ses matériaux. En quoi il a été construit et son état sanitaire. Est-ce qu'il a des problèmes de fondation? Est-ce qu'il a des problèmes d'intervention qui nécessitent des interventions très lourdes? Ça aussi, c'est important pour le maître d'ouvrage d'avoir une idée sur le coût de cette opération, c'est-à-dire le cadre économique qui est évidemment très important pour chaque construction en réhabilitation, en transformation. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire aussi une surélévation, est-ce que tout ça c'est possible dans le cadre de projet architectural qui est ensuite proposé par l'architecte. Ensuite, il y a toute la question qui est aujourd'hui de plus en plus importante, qu'on vit aujourd'hui particulièrement cette semaine, c'est l'approche bioclimatique, c'est-à-dire où sont les atouts de ces bâtiments en termes de bioclimatique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une ventilation intéressante aujourd'hui qui est toujours là, qui était peut-être prévue. Des fois, il y a des choses aussi qui ont été prévues par l'architecte au départ, mais qui ont disparu parce qu'il a eu des changements. Est-ce qu'on peut tirer profit de quelques éléments dans ce sens-là? Et aussi l'inertie des matériaux, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui intéressant par rapport à aussi les ombres par la végétation extérieure. En fait, c'est vraiment une idée de comprendre la complexité totale de cet ouvrage. Et il y a évidemment aussi l'approche de confort thermique. Est-ce qu'il y a déjà des éléments par rapport aux menuiseries? Est-ce qu'il y a des doubles vitrages? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut isoler intérieur, extérieur? Qu'est-ce que ça a comme impact pour le bâtiment et ensuite pour le projet même?
Et voilà. Ensuite, il y a ce qui est aussi important, ça c'est vraiment la technique du bâtiment, mais il y a aussi les usagers, c'est-à-dire qu'est-ce que aujourd'hui le bâtiment, qu'est-ce qu'il représente dans son environnement, comment y habitent les gens, s'ils ont de là, s'il y a une transformation totale ou il y a une réutilisation, un nouveau usage aussi, dépend aussi si c'est une transformation qui nécessite aujourd'hui d'un bâtiment qui était bureau, qui devient peut-être logement ou autre. Donc on le met vraiment dans son contexte complet. Voilà, donc ça nous paraît essentiel. Et puis, vraiment, cette idée holistique de comprendre de quoi on parle. Et je voulais dire aussi quand même, parce que je crois que ça n'a pas été dit, que dans tous ces bâtiments, ce qui est aujourd'hui après-guerre, qu'il y a cette valeur parce qu'ils existent, ils ont de l'énergie grise, donc de toute façon, il est important de les préserver et d'essayer de faire avec ces bâtiments, même s'ils n'ont pas forcément une valeur patrimoniale très importante. Mais on va revenir quand même un petit peu sur le patrimoine. Okay. Je vais d'abord laisser Emeline Bailly, si elle le souhaite, rebondir en quelques mots rapides sur le diagnostic, et puis après, justement, rentrer dans cette question patrimoniale, parce que c'est une autre des spécificités et de la réhabilitation, et de ce palmarès en particulier, qui porte sur le patrimoine du XXe siècle. Donc effectivement, peut-être en complément de ce que tu viens de dire, je voudrais insister sur aussi ces héritages et patrimoines immatériels. Effectivement, tout ce qui est l'esprit des lieux, lié aux usages, à la sédimentation des vies qui se sont déroulées dans un bâtiment, des images que ça véhicule, des représentations, des imaginaires. Donc ça peut être un bâtiment stigmatisé ou au contraire un bâtiment repère. Comment il s'insère dans un paysage plus large. Donc là, on revient sur des questions matérielles, mais comment il fait sens aujourd'hui pour réinventer sa trajectoire et sa réinvention et dans un quartier donné. Et donc, ce qui est intéressant dans ce diagnostic et pourquoi c'est la première question du comment qu'on a posé sur lequel on a insisté, c'était parce que ça permettait notamment de questionner une série de tensions entre la mémoire, des projections temporelles, comment composer avec l'incertitude, comment faire entrer en tension des objectifs contradictoires entre effectivement des qualités patrimoniales, des qualités esthétiques, des qualités résidentielles qui parfois s'opposent ou au contraire vont dans la même direction. Donc voilà, c'est comment composer avec toutes ces tensions qui sont inhérentes à un territoire existant et comment elle peut devenir un enjeu de création architecturale. Merci. Une de vous deux, peut-être, juste pour compléter sur Claudia, comme je vous ai interrompu tout à l'heure sur la question de l'héritage, du patrimoine, de la transmission. On parle d'un patrimoine qui est celui de la reconstruction de la Première Guerre mondiale, de la reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale, de toutes les 30 Glorieuses. Donc c'est un patrimoine qui est aussi divers, qui est volumineux et qui n'est pas toujours aimé du grand public. Oui, tout à fait. Alors, pas toujours aimé, jusqu'à un certain point où on décide de le démolir et c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a finalement un bâtiment qui a des liens, des gens qui ont habité, qui sont finalement même dans les grands ensembles attachés à leur environnement et quand quelque chose disparaît, où on a vécu, finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas si bien aimé, mais c'est pas non plus là pour être démoli. Donc, dans l'héritage, il y a de tout ce qui est transmis en fait de génération à génération et toute cette substance qui est liée à une mémoire du lieu, une mémoire qui existe. Donc, finalement, ce mal-aimé, c'est plutôt lié au fait que les conditions d'habitabilité ne sont pas très, très, très bien, mais qui nécessite justement une réhabilitation pour améliorer l'habitabilité de ces lieux, finalement. Merci. Et on s'approche doucement de notre conclusion. Le but de la manœuvre dans tout ça, pour les architectes, pour les commanditaires, c'est de préparer l'avenir. Autrement dit, et là, ça va être vraiment, je pense, au cœur du palmarès, des questions posées aux candidats, c'est comment on insuffle aussi une nouvelle époque, une nouvelle dynamique. Je pense à de nouveaux usages et
comme aujourd'hui aussi, une nouvelle adaptation face à la nouvelle réalité climatique qui est la nôtre et qui ne va faire que continuer à changer, pour ne pas dire à s'aggraver. Je ne sais pas qui de vous deux veut se lancer. Moi, je peux commencer. Oui, donc ce qui nous a animés, c'est effectivement, on a réfuté le fait qu'il y avait des recettes toutes faites et qu'on allait proposer finalement des orientations. Donc finalement, ce qu'on a proposé pour ce palmarès, c'était plutôt de poser des questions. Donc on a une liste de 10 questions, elles ne sont pas exclusives, elles pourraient être prolongées, notamment les concepteurs qui répondraient pourraient poser de nouvelles questions. Et l'enjeu, c'est effectivement de poser des questions pour expérimenter, faire acte de création dans des réhabilitations à différents niveaux. Donc ces questions explorent différentes thématiques et différents process. Donc on a parlé du diagnostic, mais évidemment, elles parlent des questions d'adaptation, des manières d'habiter, des usages, des expériences, des questions aussi de manière de faire, à travers des questions économiques qui ont été mentionnées préalablement, des questions sur comment faire plus avec moins, comment travailler, gérer le temps aussi du chantier comme acte de création, comment la maintenance dans le temps long peut être aussi un sujet de création. Donc voilà, donc on a listé un certain nombre de questions sur lesquelles on pense qu'il y a déjà des expérimentations qui sont menées et qui pourraient être perpétuées, prolongées, enrichies. Et donc c'est vraiment l'enjeu pour demain d'explorer ces questions, et notamment à travers le palmarès, et on espère plus largement. Claudia, le mot de la fin. Oui, moi, je l'ai dit déjà au début, mais en fait, c'est vraiment dans l'idée de donner envie aussi aux transformations, à la réhabilitation, que c'est vraiment un acte créatif, que c'est pas une deuxième architecture, qu'il y a un champ de possibles aussi incroyable dans la réhabilitation. Et voilà, c'est donner envie aussi. Merci beaucoup. Donc vous avez compris le message, 10 questions de fond qui traversent le monde de l'architecture et plus particulièrement celui de la réhabilitation. Affaire à suivre dans quelques semaines et quelques mois, le temps que les travaux du comité scientifique se stabilisent, qu'on mette les derniers points sur les i et les dernières virgules sur un règlement. Mais donc restez branchés aux actualités du ministère pour suivre et surtout candidater à la deuxième édition du palmarès Réhab 20e. Je vous remercie toutes les deux, Emeline Bailly, Claudia Deveau, et merci à toutes et tous pour votre attention. On ne peut pas prendre de questions, mais on peut partager autour d'un verre d'eau fraîche juste dehors, si vous le souhaitez.